matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis comme toujours très heureuse de recevoir le professeur Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, microbiologiste mondialement reconnu, auteur de nombreux ouvrages, créateur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, que vous avez quitté en 2022, et donc co-auteur de cet ouvrage absolument passionnant. Mais alors vraiment, je me suis régalée. Les cold cases, je vais bien articuler, de l'histoire. Donc en fait, un retour, vous visitez, vous enquêtez finalement sur l'histoire, et ce qui s'est véritablement passé derrière la mort de, que ce soit Louis IX, que ce soit les soldats napoléoniens, que ce soit, enfin bon voilà, vous reprenez toute cette histoire et vous l'interrogez avec une étude justement en microbiologie que vous appelez finalement, quand on la passe sur l'étude de l'ADN ancien, de la paléo ou archéomicrobiologie. Voilà, un nouveau domaine finalement qui est absolument passionnant et ça vous permet de revisiter toute cette histoire à travers, en plus, c'est un mélange entre l'histoire, évidemment la science, la médecine et puis même la littérature parce que vous avez aussi beaucoup travaillé, en tout cas vous citez beaucoup, que ce soit Marcel Pagnol, Georges Giono ou par exemple, vous allez nous le raconter après, Tolstoï, Guerre et Paix pour cette étude des soldats, de la mort des soldats de Napoléon par le typhus. Donc vraiment, d'abord, j'invite tout le monde à vous procurer ce livre et on va rentrer dans cette histoire et dans cette étude microbiologique de paléo ou archéomicrobiologie, qui est finalement un nouveau domaine que vous avez ouvert, que vous avez créé d'une certaine façon, non, professeur Raoult? Oui, c'est nous qui l'avons créé, institutionnalisé, avec d'ailleurs de très grandes difficultés, parce que comme souvent, comment l'histoire se répète, les gens qui ne font pas, si vous voulez, ont les plus grandes difficultés à admettre ce que les gens font, ce que les autres font. Et donc, nous, le premier travail qu'on a fait, qui date de 97 sur la grande peste de Marseille, si vous voulez, pendant des années, il y avait des gens, une petite vingtaine d'années, par un Anglais, une vingtaine d'années, je crois. Oui. En particulier mené, alors cette fois, le leader, c'était pas Madame Bic, c'était ou Monsieur Molimar, c'est un Anglais qui disait c'est pas vrai, c'est pas possible, l'ADN ne peut pas résister aussi longtemps. Oui. Voilà, il ne peut pas rester 300 ans, des morceaux d'ADN, c'est pas possible. Et donc, y compris, mais c'est pour ça que j'ai été moins surpris que d'autres avec mes aventures récentes, y compris sur Wikipédia, les gens disaient non, ces gens ont dit ça, mais c'est pas vrai, ils se sont trompés, c'est une contamination, c'est déjà la PCR, donc c'est une contamination. Donc c'est très intéressant, il a fallu 17 ans pour que finalement le consensus soit fait, je ne sais combien de dizaines de travaux, parce qu'après d'autres auteurs ont fait des travaux avec les mêmes méthodes que nous et ont trouvé les mêmes résultats. Et à la fin, c'est intéressant parce que c'est exactement, si vous voulez, le même scénario que ce que j'ai vécu récemment. À la fin, il y a des auteurs allemands qui ont fait un papier en nature en disant « Regardez, on a découvert que la peste était due à Yersinia pestis », ce qu'on avait écrit 17 ans avant, et ils n'ont cité aucune des publications, il y en avait eu 17 en tout, aucune des publications qui avaient déjà décrit ça avant eux. Et ça a été publié dans Nature, bien sûr. Donc alors que vous, Science, la revue Science, il me semble, avait refusé la première fois de publier votre étude, et vous avez publié, alors je ne sais pas comment on prononce, PNAS, le journal de l'Académie des sciences des États-Unis, qui est quand même une très grande référence aussi. Mais vous aviez eu un refus sur la revue Science, qui prouve bien, en effet, que déjà à cette époque, il y avait des difficultés à faire reconnaître ces études quand elles n'allaient pas dans le bon sens, enfin dans le sens attendu ou voulu. Oui, si vous voulez, il y avait ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, des gens qui ce qu'on revoit là, ce que j'explique souvent, je m'excuse si je le répète, il finit par exister une différence majeure entre le faire et le parler. Donc il y a des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont jamais testées, qui n'ont jamais évaluées, dont ils n'ont aucune connaissance, qu'ils n'ont jamais dosé, qu'ils n'ont jamais, vous voyez, et ils imposent petit à petit cette idée-là, si vous voulez, parce que soit ils ont échoué à faire la même chose, soit ils ont un besoin de notoriété, et finalement ceux qui sont influents auprès des éditeurs de ces journaux, c'est pas les grands scientifiques, c'est les gens qui ont du temps, qui les connaissent, qui mangent avec, qui, je sais pas, vous voyez, c'est comme je m'excuse de dire ça, c'est comme les journalistes, vous voyez. Donc
les journaux scientifiques sont comme les journaux tout court. Oui. D'abord, ils sont très largement sponsorisés. Deuxièmement, la plupart du temps, ils n'ont pas des stars qui dirigent ça dans la connaissance. Hein, c'est pas, à part, effectivement, il y avait le PNAS, parce que le PNAS était le journal de l'Académie des sciences aux États-Unis. Malheureusement, le nôtre de journal de l'Académie n'a jamais ne joue plus ce rôle depuis des décennies. Mais là, vous aviez les gens qui vont viewer sont des gens qui ont un certain niveau. Moi, on avait eu la chance d'être viewé par le type que je considère comme étant le plus grand scientifique des maladies infectieuses du XXe siècle. Et donc, il avait trouvé que c'était un travail magnifique, il l'avait fait publier. Donc, c'est très intéressant de voir, c'est Lederberg qui a le prix Nobel, qui était un clinicien qui a le prix Nobel extraordinaire. Très bien. Donc, c'est pas surprenant, si vous voulez, et la jalousie, l'incompétence et les certitudes qui sont basées sur rien du tout, hein, parce que, bien entendu, on sait que c'est pas vrai du tout. Nous, on en est au point, on a mis quelques images, on a été sidérés parce que tout ça est beaucoup de chance, comme c'est beaucoup de sérendipité, beaucoup de chance. Il se trouve qu'on j'avais un dentiste qui voulait faire un oui, alors si vous voulez bien, si vous voulez bien, cher professeur, je vais remonter un tout petit peu dans le temps pour que tout le monde comprenne justement cette fabuleuse histoire, la première de la naissance de la paléomicrobiologie que vous avez faite grâce à un dentiste, en effet, chercheur qui est venu travailler chez vous, que vous avez mis sur cette mission. Donc, vous aviez décidé d'étudier l'ADN ancien et notamment de vérifier, de comprendre la peste de 1720, qui a donc grande épidémie de peste qui a démarré, dont le foyer était à Marseille, si je me trompe pas. Et donc, évidemment, vous étiez plutôt bien situé pour pouvoir vérifier ça. Vous aviez eu accès, grâce à des travaux, je crois, publics, hein, à un charnier où il y avait en effet où vous pouviez avoir accès aux morts de la peste. Et là, arrive dans votre équipe un dentiste et que vous mettez sur cette mission. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est très atypique. Alors, racontez-nous. Je sais que je réponds rarement directement aux questions, donc je prends toujours un peu de distance là-dessus, parce que je pense que la recherche que je fais est inspirée très, très, très clairement par une citation de Lautréamont qui est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et je pense que, vous connaissez cette citation merveilleuse, hein, des Chants de Maldoror. Et je pense que c'est la base d'une part très, très importante de notre recherche, c'est-à-dire de faire se rencontrer d'une manière fortuite des éléments complètement différents. Ouais. Et pendant longtemps, j'ai présenté cette première découverte sur la musique du bon, la brute et le truand, vous voyez, en disant ces trois personnes qui n'ont rien à voir. Donc, il y a un anthropologue qui fouille un charnier, c'est lui qui me dit « Didier, il faut que tu prouves que c'est la peste parce qu'on sait que c'est la peste ». J'ai un dentiste qui fait sa recherche chez moi à mi-temps, à qui je ne sais pas quoi donner comme sujet, et avec Michel Drancourt, on est des spécialistes du diagnostic moléculaire. Et donc, c'est la réunion de trois personnes qui n'ont rien à voir. Oui. Et alors, qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand? Pardon? Si je peux me permettre, qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand dans cette histoire? Alors, on disait que c'était nous les bons. La brute, c'était le dentiste. D'accord. Et le truand, c'était il n'était pas content qu'on l'appelle le truand. Ouais. Il n'y avait rien de truand, d'ailleurs. C'était un anthropologue qui faisait des fouilles. Donc, c'est cette chance, si vous voulez, d'avoir à un moment des gens qui ont des origines scientifiques complètement différentes, des projets, et il se passe une étincelle de coïncidences qui permettent de découvrir quelque chose. Ouais. Et donc, après, c'était très intéressant parce que je m'étais un peu heurté avec notre ami anthropologue qui expliquait que tout ça était un projet qui avait été... On n'avait pas du tout de projet. Un jour, il est arrivé dans mon laboratoire avec une caisse pleine d'os et de crânes, si vous voulez, en disant « il faut qu'on montre que c'est la peste ». Voilà. C'est arrivé comme ça. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et il se trouve que par chance, effectivement, j'ai dit à ce dentiste, je l'ai appelé, il était à l'autre bout du couloir, c'est un souvenir commun qui nous fait beaucoup rire. Viens voir, tu vas chercher la peste dans les dents. Et effectivement, heureusement qu'on avait un dentiste parce qu'il a regardé, non pas dans les dents comme ça, c'est pour ça qu'un certain nombre de gens qui ont essayé de faire le même travail que nous n'ont pas réussi, parce que si vous faites des dents comme ça, vous avez la dentine, et dans la dentine, il n'y a rien. Bien sûr.
mais de regarder à l'intérieur de la dent, il y a la pulpe dentaire. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis des images dedans. On a des images de pulpe dentaire qui ont plusieurs milliers d'années, dans lesquelles on voit tout, y compris les cellules, les globules rouges. C'est un petit échantillon de sang. préservation, c'est incroyable. En fait, ça préserve magnifiquement bien une dent, toutes ces informations. C'est incroyable. Ouais. Je sais pas, vous avez vu ces photos en microscopie électronique, c'est inouï, Ouais. c'est incroyable. Et les gens nous disaient, il n'y a pas d'ADN là-dedans. Vous voyez, c'est idiot. Il y avait tout, il y avait les cellules, il y avait tout dedans. Ouais. Et ils avaient une opinion théorique. Vous voyez, c'est ce conflit de l'opinion théorique qu'on impose en répétant, alors que vous dites, mais enfin, vous n'avez qu'à regarder la réalité. Donc, vous voyez bien ces deux mondes conflictuels entre ceux qui prennent la parole et ceux qui font, qui ne peuvent pas penser différemment, qui ne peuvent pas penser pareil. Ouais. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et grâce à ça, la première étude donc, relevait cette histoire de la recherche d'ADN ancien, de ce charnier de Marseille touché par la peste. Après, il y a eu d'autres manipulations, d'autres possibilités d'enquête, finalement. Ce sont des enquêtes dans l'histoire, des raisons de la mort de telle et telle personne, de telle et telle armée, de tel et tel soldat, de telle et telle épidémie, évidemment. Et c'est absolument passionnant de revenir dans l'histoire, également en tant que chercheur, en tant que professeur comme vous l'êtes, et microbiologiste, pour comprendre aussi ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est absolument passionnant parce qu'il y a un mélange entre l'histoire, la littérature, comme je disais, la science, et puis ce côté enquête, véritablement. Vous êtes le premier à ouvrir les dents, comme vous l'avez dit, pour avoir accès à ces données. Après, d'autres vont chercher à travers le tartre aussi des dents. Et puis après, il y a d'autres méthodes qui vont se mettre en place. Peut-être vous pouvez raconter sur le tartre, mais en fait, tout ça est passionnant et c'est à chaque fois des façons de réenquêter sur ce qui nous a été écrit dans l'histoire et les grandes raisons des grandes épidémies. Oui, mais une qui est très importante, qui a été faite par nos collègues anglais de Sanger et ainsi de suite, c'est de gratter le tartre depuis le néolithique, si vous voulez, jusqu'à maintenant. Parce que c'est le premier à avoir montré qu'il restait le squelette de l'ADN des bactéries de la bouche, du microbiote, si vous voulez, pendant tout ce temps, sur les dents. Et donc, en grattant ça, en analysant ça, il s'est rendu compte qu'il y a eu un changement considérable sur les prélèvements qu'il avait, qui étaient majoritairement des prélèvements d'Europe. À partir du XVIIIe siècle, le microbiote buccal change complètement, et c'est là qu'on voit apparaître les streptocoques, en particulier les Streptococcus mutans, qui sont à l'origine des caries. Et nous, en rebondissant sur ce travail, on a fait un travail sur la présence de caries sur les squelettes qui étaient dans une collection d'un autre anthropologue qu'on connaissait, et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'explosion des caries, ça arrive à ce moment-là, et ça, c'est pas par hasard, ce microbiote change à cause du sucre. C'est quand le sucre devient une denrée de consommation courante. Bien sûr, on sait tous que c'est le sucre qui donne des caries, entre autres, ça donne aussi l'obésité, mais ça donne les caries. À partir du moment où le sucre arrive de manière généralisée, eh bien, on voit exploser les caries. Et donc, c'est un phénomène intéressant. Après, effectivement, on a trouvé, comme vous le rappelez, moi, j'avais été frappé dans la lecture de Guerre sur le fait que Tolstoï raconte que quand Pierre est prisonnier des soldats français, ils sont tous couverts de poux et qu'ils jettent les poux dans le feu, qui explose quand on fait le feu. Ça m'avait marqué. Et donc, en réalité, Napoléon disait que la grande armée avait été tuée par le général Hiver. Oui, tout à fait. Parce que, bien entendu, ils ne pouvaient jamais se changer. Les poux prolifèrent c'est des insectes qui prolifèrent dans les vêtements, les poux de corps, ceux qui transmettent la maladie. Et on a eu la chance, là aussi, c'était Olivier Dutour, encore une fois, qui, en explorant un charnier à Vilnius, c'est juste après la Bérésina, pour situer l'histoire, si vous voulez. Donc, un des moments où l'armée est dans le pire état. Il y a un nombre de milliers de morts incroyables. Dans ce charnier, on estime qu'il y a 30 000 squelettes. Et donc, ils nous rapportent des dents et on met en évidence qu'il y a 30% des soldats qui sont morts avec une des maladies transmises par les poux de corps, c'est-à-dire le typhus ou la fièvre des tranchées. On arrive même avec une nouvelle technique à sortir d'un mélange de vêtements et de sable, une séquelle d'un poux dans lequel on met en évidence le microbe. Donc, on identifie le poux par biologie moléculaire et on met un microbe dedans. Donc, et puis ensuite, ça ouvre des perspectives sur l'histoire, en particulier. On trouve avec des nouvelles techniques qui ont été mises au point avec Michel Drancourt
sur la sérologie, la détection d'anticorps. Ils trouvent des anticorps contre les coronavirus au XVIe siècle. D'accord. En revanche, c'est un travail qu'on est en train de faire, si vous voulez. Au début, on a des prélèvements des soldats de la guerre de 14. Au début, en 14-15, aucun soldat n'a d'anticorps contre la grippe. Donc, on se pose la question de savoir si la grippe existait chez l'homme avant la guerre de 14 ou si la première grippe, c'est la grippe espagnole qui a tué peut-être, qui vient d'Amérique, qui a tué peut-être 40 millions de personnes et dont on suggère, ça vient, le remaniement des virus et le remaniement des coronavirus, quitte à faire de la peine à ceux qui croient que ça s'est fait dans le laboratoire de Wuhan, ça se fait dans les grottes avec les chauves-souris. Pour créer des virus, il faut une population extrêmement dense d'animaux de la même espèce. Le reste, c'est des fantasmes. Et donc, ce qui s'est passé à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est qu'on commence à faire l'élevage intensif, en particulier l'élevage intensif des poules, parce qu'on découvre qu'en supplémentant leur alimentation en vitamines, on n'a plus besoin de les mettre au soleil. On peut les enlever, on peut les élever à l'ombre dans des hangars. Et donc, ça multiplie les capacités de production de poules. Et donc, en multipliant leur densité, on multiplie leur capacité à créer des nouveaux variants, des nouveaux mutants, si vous voulez, de la grippe. Et on pense que c'est comme ça, dans le tâtonnement de milliers de nouveaux assemblages de virus de poule, qu'on arrive à sortir le premier virus humain qui va donner la grippe espagnole. En tout cas, c'est notre hypothèse et on est en train de regarder maintenant sur des prélèvements plus anciens pour savoir s'il y a la moindre trace de la grippe au 19e siècle. Est-ce que ça existait tout court, la grippe au 19e siècle, ou est-ce que c'est une découverte du 20e siècle liée à l'élevage intensif? Alors, justement, dans les choses intéressantes que vous relevez, c'est que c'est pas disons que c'est un facteur en tout cas d'épidémie, les guerres et les grands voyages, les grandes expéditions. Vous citez notamment, ça c'est absolument passionnant aussi, que la première expédition, le retour de la première expédition de Christophe Colomb amènerait la syphilis sur le continent, en Occident. Oui, c'est ce qu'on a toujours pensé. Il y a des arguments actuellement qui laissent penser. La bactérie de la syphilis, c'est une bactérie qui existait dans l'Ancien Monde, mais sa transmission vénérienne, vous voyez, sa transmission par les rapports sexuels, n'était pas connue ou n'existait pas. Voilà. Et donc, quand Christophe Colomb revient, il décrit lui-même, Christophe Colomb décrit qu'ils ont attrapé une maladie avec les femmes là-bas, et il ramène cette maladie, et il y a une explosion extraordinaire de la syphilis, qui avait un autre aspect que la syphilis qu'on connaît maintenant, qui était une maladie brutale avec de la fièvre, etc., que les Anglais appelleront le mal français, nous on appellera ça le mal de Naples, si vous voulez. C'est à chaque fois pour dire que c'est des épidémies. Pardon ? Non, c'est jamais nous, c'est jamais le mal devenu de chez nous. Sur les autres. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est clairement décrit après l'arrivée de Colomb, le retour de Colomb en Europe, et lui-même le décrit, le décrit là-bas. Ouais, et vous dites à un autre moment que le mouvement des épidémies humaines a suivi les hommes et leurs déplacements. Par exemple, le chameau sur la route de la soie a transporté le choléra d'Extrême-Orient en Europe. Et vous dites qu'il est même vraisemblable que la peste ait suivi le même chemin, appuyé par le transport des marchandises par la mer. Alors, évidemment, quand on sait ça, parce que le chameau, on sait ça, le chameau est porteur, c'est un porteur de la bactérie du choléra. Oui. Il est porteur sans être malade. Donc, il peut se déplacer comme ça sur de très, très longues périodes en étant porteur de ça. Et donc, si vous le mettez dans de bonnes conditions, dont on ne sait pas très bien ce que sont les bonnes conditions en l'occurrence, eh bien, il va diffuser la... Et c'est encore vrai actuellement, vous voyez, dans les grandes... On avait eu l'occasion déjà de se disputer avec l'OMS, et dans les grandes spécificités de l'OMS, l'OMS avait oublié complètement les maladies infectieuses et donc avait transféré des soldats de l'ONU qui venaient du Népal, où il y avait une épidémie de choléra extraordinaire, à Haïti, où ça a fini par faire 10 000 morts, sans tester personne. Et donc, pendant 3 ans, l'OMS a nié que ce soit le choléra ait été importé du Népal, si vous voulez, et il a fallu qu'il y ait là aussi les séquences moléculaires, les génomes, comme d'habitude, voilà, les génomes disent la vérité quand même. Oui. Sinon, tant qu'on était encore, on n'avait pas les génomes comparatifs du Népal et de Haïti, l'OMS disait c'est pas vrai.
Et il y avait même encore le Lancet qui disait que c'était pas vrai. Le Lancet disait, et en plus, une fois qu'on a su que c'était vrai, il faut pas jeter la pierre à ceux qui... Enfin, c'est pas jeter la pierre. On n'importe pas des soldats d'un pays dans lequel il y a une épidémie, dans un pays dans lequel toutes les mesures sociales et sanitaires ont disparu. Donc, c'est tout ça. On pense aussi que les bactéries multirésistantes ont été importées en Europe par les soldats de la FINU indienne, parce que c'est de là que ça vient. La multirésistance s'appelle New Delhi Metabacter-Tamaz, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, les soldats de l'ONU étaient indiens, et en Europe, on a vu diffuser ces résistances à partir du Kosovo. Vous voyez, donc, c'est arrivé avec les Indiens, et après, ça a atteint tout le monde, la Grèce, le nord de l'Italie, c'est de là que c'est parti. Vous voyez, donc, il faut faire attention, les voyages sont toujours, et d'ailleurs, on voit que la lutte contre l'épidémie qui dure ce qu'elle dure, parce qu'après, simplement, si l'épidémie rebondit, eh bien, les pays qui ont évité l'épidémie au départ, c'est ceux qui ont fermé leurs frontières, c'est-à-dire qui ont interdit les voyages. C'était le zéro Covid, c'est-à-dire la Corée du Sud, c'est-à-dire... Oui. Nous, on a mis un panneau quand même à l'aéroport avec marqué que le coronavirus n'avait pas le droit d'entrer. Donc, c'était quand même utile. Donc, c'est une notion qui est passée, qui est effectivement les pandémies, c'est toujours les voyages. Bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Et c'est les voyages dans les humains. Hein. Oui, alors ça, c'est intéressant aussi de le rappeler. Non, mais justement, alors quand on sait que les épidémies, ce sont les voyages, et puis la densité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on se dit, aujourd'hui, on est vraiment dans un facteur risque terrible, puisqu'on est dans une société ultra globalisée, mondialisée, de libre-échange total. Les frontières existent, mais sont peu appliquées, en tout cas en Europe. Donc, on est... finalement, dans un facteur risque terrible pour une épidémie aujourd'hui, professeur Raoult. En tout cas, c'est un risque qui arrive. Vous savez, je m'excuse parce que ça va obliger à me répéter, mais enfin, j'ai fait un rapport, à l'époque où j'étais populaire dans les gouvernements français, j'ai fait un rapport pour le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche en 2002-2003, dans lequel j'expliquais ça. Quand je l'ai rendu, ils me regardaient avec des yeux ronds, et puis il se trouve que, fort heureusement, avant que je le rende complètement, est arrivée la première épidémie de SARS, qui était bouffe. Elle s'est arrêtée tout seule, parce qu'on ne sait pas non plus pourquoi ça s'arrête. Hein. Et bien sûr, il faut essayer d'avoir une approche de ça. Vous voyez, l'OMS dit maintenant, puisque il va falloir faire bientôt, ils diront il faudra faire un vaccin dans la semaine. Si vous voulez, tout ça n'est pas raisonnable. Il faut commencer par avoir des lignes de défense, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il y a à la fois des gens qui observent les malades pour décrire la maladie et pour dire ce que sont les signes importants, pour détecter la meilleure manière de les traiter, pour commencer à les prendre en charge. D'autre part, il faut des stratégies diagnostiques massives pour faire face à des situations de cet ordre-là. Et donc ça, c'est à réinstaller. Ceux qui sont qui étaient les plus avancés, qui ont beaucoup inspiré, moi, ce que j'ai essayé de faire à l'IHU, c'était les Chinois. Hein. Les Chinois ont répondu au SARS en faisant dans les 2 ans un immense hôpital de sécurité, comme on a fait avec l'IHU, avec des chambres individuelles, des dépressions pour éviter que les virus sortent, des équipements de laboratoire massifs, des scanners, pareil, en haute sécurité, qui fait que les Chinois ont répondu à cette question d'une manière beaucoup plus anticipée. Et du coup, il s'est trouvé qu'à Wuhan, il n'y avait pas les moyens hospitaliers. En l'espace de 3 mois, ils ont construit des hôpitaux. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer en France. Quoi. Non, ça c'est certain qu'on n'y est pas. Justement, en France et en Europe, là, on nous annonce l'arrivée d'un nouveau variant du Covid qui serait très contagieux, identifié notamment en France, le NB1.8.1. Bon. Justement, vous êtes le premier à avoir signalé la pertinence des variants et à quel point d'ailleurs un vaccin ne peut pas agir de la même manière sur un variant et sur un autre variant, ce qui pose quand même des questions d'ailleurs. Comment vous réagissez encore à cette dernière détection, on va dire, de variants ? Si vous voulez, moi je suis... Ce qui a beaucoup différencié mon point de vue de celui des autres, c'est que je suis assez pragmatique, moi. Si vous voulez, je suis plus dans l'observation. Vous voyez, comme pareil, quand on parlait des cold cases tout à l'heure, ces choses sont arrivées par coïncidence, par hasard, mais quand elles sont arrivées, on avait des outils d'un tel niveau qu'on a pu écrire l'histoire.
Là, en l'occurrence, si vous voulez, je crois qu'il faut être très pragmatique. On ne sait pas. C'est une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, je n'ai jamais cru, je ne crois toujours pas qu'on puisse fabriquer des virus en laboratoire qui soient capables de donner des pandémies. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a une pandémie, on ne sait pas pourquoi ça s'arrête. Vous voyez, quelle est la raison pour laquelle le SARS-1 s'est arrêté à donner, pourquoi le MERS Corona s'est arrêté. Il y a une seule bouffée épidémique. Enfin, il y a eu, le SARS-1, il y a eu 2 bouffées épidémiques, une à Hong Kong et une à Toronto. On ne sait pas pourquoi. Le MERS Corona, il y a eu des cas sporadiques en Arabie Saoudite et il y a eu une bouffée épidémique en Corée du Sud. On ne sait pas pourquoi. Donc, tant que notre niveau de connaissance en sera là, et moi, je peux vous dire, j'ai étudié, probablement, j'étais un de ceux qui a le plus étudié au monde les séquences du SARS-CoV-2. Les rebonds épidémiques ou les épidémies qui ont été créées, personne sont liés à des mutations que personne n'avait prévues. Enfin, personne ne pouvait dire Oui. c'est ici qu'il faut faire une mutation pour que ça devienne plus contagieux, c'est ici qu'il faut faire une mutation pour que ça devienne plus dangereux. On ne le sait pas, on le savait déjà maintenant, on ne le sait toujours pas, et on ne sait pas du tout. Avant, on ne pouvait pas savoir du tout ce que ça pouvait être. Donc, c'est un fantasme. Ça fait bien dans les films d'horreur si vous voulez, ou dans la planète des singes, si vous voulez, mais ce n'est pas vrai. On ne sait pas le faire. Oui. Après, on peut se dire que dans ce laboratoire, il peut y avoir des études qui sont faites et qu'il peut y avoir un accident, mais que ce n'était pas forcément prévu pour être Oui, mais si vous mortel voulez, ou pas mortel. si vous voulez, là, il y a un phénomène qui est probabiliste, si vous voulez. C'est la chance que dans les laboratoires de plus haute sécurité au monde, Oui. s'échappe un virus plutôt que d'une grotte où il y a 3 millions de chauves-souris, si vous voulez, n'est pas exactement la même. Ah oui. C'est pas la même. Oui. Mais On a un scénario d'ailleurs maintenant, hein, honnêtement, c'est publié. Hein, il y a un très très bon travail qui a été fait par des gens qui font, hein, pas par des gens qui savent s'en faire, hein, par des gens qui font, qui ont fait des milliers de séquences, si vous voulez, qui ont analysé des milliers de séquences de Chine. Maintenant, on voit très bien quel est l'épicentre du départ du SARS-1 en Chine. On voit très bien où est l'épicentre du départ du SARS-2, qui n'est pas le même. Hein. C'est tout, évidemment, par des chauves-souris. On sait que ça vient des chauves-souris, ce truc. Hein. Après, on ne sait pas l'épicentre du virus qui sera le SARS-CoV-2 n'est pas à Wuhan. Il est à distance de Wuhan, en Chine, et on ne sait pas comment il va à l'est vers Wuhan. L'hypothèse majeure actuellement, c'est que il y a un hôte intermédiaire. Comme vous savez, sur la grippe, il y a souvent un hôte intermédiaire. Oui. Bon, ça ne passe pas de la poule à nous, ça passe en général par le cochon. Pour le SARS-CoV-2, on pense actuellement, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est les raccoon dogs, c'est-à-dire les chiens viviriens qui sont pas des chiens d'ailleurs, mais des mustélidés comme les furets, comme Les cochons comme d'Inde. les bisons. Il ne faut pas oublier quand même que l'épidémie la plus meurtrière en France que nous ayons était celle qui est née dans un élevage de visons français quand même. Hein. Oui. En Eure-et-Loire, que personne ne parle de ça parce qu'il ne faut pas le dire. Parce Vous l'avez que, fait à notre micro. Ça aurait dû être testé des mois avant. Hein, ce truc, on savait que là aussi, l'élevage intensif créait la capacité pour les virus de se multiplier à une vitesse folle. Et ce variant 4, il ne s'est pas fait non plus dans un laboratoire. On sait très bien, il s'est fait dans l'élevage de visons d'Eure-et-Loire. On sait très bien. Hein, Après, on ne sait pas comment il est passé de là en Mayenne, puisque le cas index, semble-t-il, de cette nouvelle épidémie était dans l'abattoir de Laval. On a l'impression que c'est là qu'est repartie l'épidémie avec ce variant-là. Et donc, comment il est arrivé là? On pense que c'est des mustélidés sauvages, si vous voulez, qu'on fait le lien entre, c'est pas très loin, hein, la Mayenne de l'Eure-et-Loire, qui ont fait le lien et transmis ça, puisqu'on sait que les blaireaux, tous les mustélidés sauvages, les blaireaux, les furets, tout ça sont très très sensibles à ce virus, hein, et donc c'est probablement eux qui l'ont transmis. Et on pense actuellement, il y a un travail qui a fait, un très très joli travail qui a été fait sur des des analyses génétiques massives à Wuhan. À Wuhan, il y a le laboratoire P4, mais à côté du laboratoire P4, il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux, c'est le plus grand marché d'animaux sauvages. Oui. En Chine. Donc, c'est extraordinaire le nombre d'animaux qu'il y a là-dedans. Et il y a des gens qui ont fait des analyses là-dedans, des métagénomes, et qui ont trouvé les gènes des mitochondries de ces raccoon dogs, là, de ces chiens viviriens, à des endroits où il y avait beaucoup de séquences de virus en même temps. Et donc, il y a c'est sensible. Deuxièmement,
le foyer de base initial des raccoon dogs, c'est la zone de Wuhan. Et donc, tout ça fait un scénario qui est beaucoup plus plausible que celui du P4. Voilà. Et alors, puisque vous parliez de votre dispute avec l'OMS, il y a aussi beaucoup d'actualités du côté de l'OMS qui a signé son nouveau traité pandémie et que les États-Unis ont décidé de quitter. Comment vous... D'ailleurs, le traité pandémie, je rappelle aussi que l'OMS avait changé la définition de l'épidémie à l'époque, pendant le Covid. Comment vous analysez, vous qui suivez aussi forcément cette autorité mondiale de la santé, cette évolution, on va dire, de l'OMS? Vous savez, moi, j'ai une vision de l'évolution qui est que toutes les structures sont destinées à mourir, hein, comme les humains ou comme tout ce qui est vivant. Et donc, les structures ont plusieurs phases. Je finis par avoir cette pensée parce que les gens qui réfléchissent sur la science l'histoire de la science réfléchissent comme ça en disant il y a plusieurs poussées. Le début qui est fait de pionniers, le milieu qui est fait de gens qui sont des académiques, c'est des bien-pensants ensuite qui font, une fois que vous avez découvert un champ, ceux qui le pratiquent au quotidien. C'est-à-dire, il y a d'abord les découvreurs, ensuite les chercheurs, ensuite les académiques, et puis ensuite plus rien. Et ensuite c'est comme les ça que lobbies, ça se passe. non? Toutes les sciences sont comme ça, et finalement, toutes les aventures humaines sont de cette nature-là. Voyez. Si vous regardez toutes les civilisations que nous connaissons, elles sont toutes comme ça. Alors parfois, elles rebondissent parce qu'il y a une nouvelle époque avec de nouveaux pionniers, mais il faut cette succession de pionniers, ensuite augmentation considérable du nombre de pratiquants, et puis ensuite de ça, eh bien, petit à petit, ça se dégrade, et puis ça disparaît. Donc l'OMS a été quelque chose qui répondait à une réflexion intéressante, et puis c'est devenu, comme tous nos systèmes, c'est devenu des systèmes qui sont trop politiques, c'est-à-dire il est trop important d'avoir, c'est le tour, il faut qu'il y ait une fois un ceci, une fois un cela. Donc la qualité des gens n'est jamais le critère de choix essentiel. Et donc là, comment maintenant c'est financier, les trois financeurs majoritaires maintenant de l'OMS sont tous les trois privés depuis que les États-Unis ne financent plus l'OMS. Donc, c'est deux sociétés de Bill Gates plus une société qui réunit l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est eux qui commandent. Hein. Donc, après, si vous voulez, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez faire de la santé publique exclusivement financée par ça. Mais je pense j'espère hein, qu'on est à un tournant parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est vrai aussi pour l'industrie de la publication scientifique. Maintenant, c'est devenu des affaires extrêmement rentables qui sont détenues comme l'industrie pharmaceutique elle-même. Donc tout ça, c'est une question dans laquelle il y a trop d'argent. L'objectif est trop l'argent, si vous voulez, pour que vous puissiez avoir une réflexion qui soit une réflexion sereine. Et donc la crédibilité, moi je l'ai vu en Afrique, par exemple, hein, la crédibilité de l'OMS s'est écroulée en Afrique, hein, c'était spectaculaire. Donc et là, maintenant, si vous voulez, cette espèce il y a un terme médical que j'adore qui s'appelle la persévération. La persévérance, c'est pas mal, mais le terme médical, la persévération, c'est les gens qui répètent toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Même quand ça marche pas, ils répètent la même chose. Et là, l'idée que, puisque ça n'a pas marché, la vaccination du Covid, il faut le faire encore plus vite. Vous pouvez pas dire que vous validez un vaccin en 3 mois, c'est pas possible. Vous pouvez pas connaître les effets secondaires. Et ensuite, si vous trichez sur la définition de ce qui est grave, ce qui est pas grave, si vous voulez vous affoler la population, là, vous vous rendez compte que dans tous les pays qui ont regardé, la moitié des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Donc, c'était peut-être pas la peine de vacciner l'ensemble de la population, les enfants, les femmes enceintes, si vous voulez, qui risquent rien du tout. Donc, si vous voulez, si vous donnez la définition de ce qu'il faut faire, que c'est vous qui gagnez de l'argent si on le fait, et que vous dites c'est plus la peine d'avoir de mesures de sécurité, et de toute manière, il n'y a aucun médicament qui marche, vous mettez dans une situation qui est celle de refaire le Covid. C'est la preuve que la leçon n'a pas été du tout retenue, mais que aux États-Unis, ils sont en train d'en faire l'analyse, d'en tirer des leçons. Effectivement, c'est un côté rassurant et on comprend qu'ils ne fassent plus partie de cette organisation. Oui, les États-Unis en tirent la leçon et vous avez cité l'Afrique, avec qui vous avez de nombreux contacts en Afrique, vous travaillez régulièrement dans différents pays d'Afrique, d'ailleurs vous le racontez aussi dans ces histoires de cold case. Et également, là, l'OMS, notamment les fondations Bill et Melinda Gates, sont très présentes en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une forme de rejet de l'OMS et de ses dérives
par le continent africain? Je pense que ça existe déjà, hein. Je pense qu'il y a déjà une très grande méfiance, si vous voulez, sur l'image de l'OMS, qui était une image de on est là pour aider, à maintenant, est-ce qu'on est là pour vous fourguer les vaccins, si vous voulez. Donc il y a une vraie, il y a une vraie réflexion de fond là qui est en train de se passer, et pas que aux États-Unis, hein. Donc il y a, en plus de ça, si vous voulez, l'OMS et le président de l'OMS se sont déshonorés en essayant de faire croire que la chloroquine était un médicament dangereux, parce que tous les Africains ont bouffé de la chloroquine. Eh oui. Et donc, quand vous dites à des gens, est-ce que vous avez mangé pendant des décennies, c'est un poison mortel, les gens vous regardent avec ils disent, mais ils sont fous, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez? Oui, mais ça commence franchement à basculer, on va dire, l'opinion générale de l'OMS, parce que si on a quand même les États-Unis entièrement qui se retirent de l'OMS et qui interrogent son fonctionnement, l'Afrique, comme vous le rappelez, je veux dire, c'est plus du tout une organisation mondiale. Oui, en tout cas. Enfin, elle se veut mondiale. Dans cette situation-là, tant qu'il n'y aura pas. Moi, je crois ça. Je crois que les choses sont jamais perdues si on accepte de faire une analyse objective et rétrospective de ce qui s'est passé. Pour l'instant, l'OMS n'en est pas là. Ils en sont à courir en disant finalement on avait raison. Simplement, il faut faire un vaccin encore plus vite. Bon, c'est pas crédible, hein. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le croire. Donc, je pense qu'il y a une vraie. Il y aura là une vraie réflexion qui se pose en même temps que s'est posée la mondialisation. Est-ce que ces grands machins, comme aurait dit le général de Gaulle, oui. est-ce que ça fonctionne, oui. ou est-ce que ça fonctionne pas? C'est une vraie question. Voilà. Oui, à laquelle donc les États-Unis, en tout cas, ont répondu pour le moment. Merci beaucoup, professeur Raoult. Je rappelle, microbiologiste mondialement reconnu et auteur de ce livre coécrit avec Michel Drancourt, qui est également professeur de microbiologie à l'Université de Marseille et spécialiste du diagnostic. Les cold cases de l'histoire aux éditions Michel Lafon. C'est absolument passionnant. On n'a pas fait le tour de ce livre, mais vous revenez sur beaucoup de périodes bien connues. Les poilus, 1914-18, les soldats de la guerre de sécession, la guerre de succession d'Espagne, Napoléon, on en a parlé rapidement, les grandes pestes, la peste noire, Saint-Louis, le Caravage. Enfin, c'est absolument passionnant. Ce sont des enquêtes grâce à l'ADN et grâce à cette nouvelle méthode qu'a notamment ouvert le professeur Raoult et dont on a parlé, d'archéomicrobiologie. Et vraiment, je vous invite à vous procurer ce livre. Merci encore, professeur Raoult. Merci à vous tous, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.